Salut à tous, épisode 19 avec Corandon Alpecin, cette équipe qui venait de Conti Pro et qu'on a amené en World Tour dans des conditions au départ qui étaient ce qu'elles étaient, et avec un mutant qui vise désormais Paris-Roubaix. On a donné donc Van Der Poel. On va essayer d'aller le chercher, ce Paris-Roubaix, parce que c'est le seul monument qui nous manque, étant donné que l'année précédente on avait fait 4 sur 5. Alors on est dans un jeu, bien évidemment, il faut jamais l'oublier. Évidemment que tout ça serait inenvisageable à l'heure actuelle, mais par contre certaines choses ne le seraient pas. Par exemple, ce qui ne serait pas inenvisageable, vu que Tom Boonen l'a fait en 2012, c'est d'aller chercher Paris-Roubaix après avoir pris le GP de l'E3, après avoir pris le Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres. Donc ça, on est dans le domaine du réalisme, en tout cas de la possibilité de le faire, même si c'est finalement mutanesque. Mais Tom Boonen l'a fait en 2012, donc ça va être ce à quoi je vais me raccrocher. Pour ce qui est de l'Amstel, la Flèche et Liège, ce sera dans la deuxième partie de cet épisode, et comme ça on aura vraiment réglé la question de la période des classiques avant de se projeter ensuite vers un Giro sur lequel on est très jeune, faut pas se mentir. On va miser sur le jeune Nils Sinchek, qui est actuellement là en préparation du Giro. Il va sur le Tour du Pays Basque, il ira un petit peu plus loin sur le Tour de Turquie. Et Remco Evenepoel est économisé là sur ce Tour du Pays Basque, sur lequel on n'a pas grand chose à espérer, parce que Galopin est entre deux pics de forme. J'ai préféré le concentrer sur Paris-Nice. On avait fait un Paris-Nice honorable hein, avec Sam Oomen et Tony Galopin en fer de lance. Et donc, évidemment, Tony il a plus son pic là, à ce stade-là. Bon, on va donc, c'est pour ça que je simule le Tour du Pays Basque. On a aussi le Grand Prix de l'Escaut qui va être simulé, étant donné que on l'a déjà gagné, honnêtement, on sait plus ou moins comment faire pour le gagner, il n'y a pas de souci. Nieuwenhuis en simulation quand même a chopé la deuxième place. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. On est sur profil 2016, mais comme on le joue pas, du coup, peut-être qu'on sera tenté de le rejouer un de ces jours avec cette équipe ou une autre. On verra bien ce qu'il advient, puisque c'est un très joli Tour du Pays Basque. Vous l'aviez plébiscité quand je vous avais demandé de voter pour les profils. On avait voté pour Paris-Nice, pour Tirreno, pour Catalogne. C'était il y a 2 ou 3 épisodes de ça. Pour aussi Tour du Pays Basque. Et voilà, maintenant, il faudra voir un petit peu ce qu'on fait pour le Tour de Romandie, et ainsi que pour le Dauphiné et pour le Tour de Suisse. Je compte sur vos votes. Comme souvent, vous êtes très nombreux à vous exprimer. En tout cas pour moi, vous êtes beaucoup. Évidemment que dans l'absolu, moins d'une centaine, moi je trouve que c'est sympa. C'est super bien. Donc merci infiniment à tous ceux qui votent. Ça fait toujours super plaisir. Et on est enfin à Paris-Roubaix. Avec une équipe, on a un peu essayé d'aligner la meilleure équipe possible. Vu que Sénéchal a quand même été vraiment recruté pour aider Van Der Poel sur ce type d'épreuve, mais même surtout sur Paris-Roubaix en fait. Je vous avoue, c'est vraiment ça que j'avais en tête, c'est Paris-Roubaix en recrutant Florian Sénéchal. Le recrutement de Van Barle était peut-être plus pour Tour de Flandre, pour Amstel, championnat du monde, on en a bénéficié, on le sait. Et celui de Tony Galopin, pour évoquer le troisième recrutement spectaculaire au moment du développement de notre équipe à l'été 2019. Tony Galopin, on a vu qu'il était capable aussi d'aider sur beaucoup de types de terrain. Il y a eu une chute là, chute de nos 3 meilleurs coureurs en ce début de Paris-Roubaix, mais heureusement on va remonter vers l'avant. Sénéchal avec Van Der Poel dans sa roue, protégé puisqu'il est leader, et donc Dylan Van Barle, voilà, qui est prêt à aider. On verra de quelle façon est-ce qu'on pourra l'utiliser
suivant les circonstances de course. Je tente quelque chose dans la trouée d'Arenberg. J'ai envie de voir un petit peu comment est-ce que ça réagit si Florian Sénéchal décide de placer une attaque, parce qu'au final, j'aimerais bien l'avoir aux avant-postes pour qu'il puisse s'économiser. Mais vous voyez, il n'y a même pas moyen. Bahrain Merida a roulé à fond sur Florian Sénéchal. Et un certain écrémage va se faire très rapidement. Bahrain Merida, c'est une équipe qui est assez forte hein, sur ce type de course. Même si, bon, on l'a souvent battu, mais ils ont quand même Niki Terpstra. Terpstra, il faut quand même le respecter, puisqu'il a quelques références, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ils ont recruté aussi, c'était à l'été 2019 aussi, qu'ils avaient signé Tish Benoît pour les saisons 2020 et 2021. Donc, respecter cette équipe. Et puis, il y a Colbrelli, il y a comme ça quelques coureurs. Damien Gaudin, qui viennent faire les équipiers pour Terpstra, hein, quand même, on va pas se raconter d'histoire. Et je choisis moi de ne pas trop réagir aux attaques. Voilà, je me dis que tant qu'il y a des équipiers, on va éviter de réagir à quoi que ce soit avec Van Der Poel, et on va plutôt prendre les choses calmement. Regardez par exemple ici, départ de Terpstra, Christophe, Nassen et Sagan. Et on ne s'affole pas, bon Van Barle est peut-être en moins bonne forme en ce Paris-Roubaix que Sénéchal qui bénéficie du plus 5. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Et on va utiliser Sénéchal comme ça pour rouler sur ces 4 qui sont très dangereux, mais on est quand même assez loin de l'arrivée. La réalité nous a prouvé qu'une attaque à 50 km de l'arrivée pouvait déboucher sur une victoire à Paris-Roubaix. On l'a vu pas qu'une fois, mais par exemple cette année en 2019, dans la réalité, Philippe Gilbert a quand même attaqué très loin, en compagnie d'ailleurs il y avait Nils Politt qui était aussi dans une attaque. Donc c'est pas impossible de s'imposer dans la réalité en attaquant de loin. Maintenant dans le jeu c'est quand même une autre histoire, et on sait qu'il y a comme ça ces effets d'élastique où vous avez par moment un effilement extrême, une réduction du groupe de favoris, du groupe à l'avant, et puis après ça s'arrête complètement. Ça permet à des mecs de rentrer depuis l'arrière, et après ça réaccélère. Alors là on est dans une phase qui est calme, mais donc quand vous êtes dans une phase calme, il faut toujours se demander à quel moment est-ce que ça va repartir. Voilà, exemple, Sagan qui a attaqué avec notamment Oliver Nassen dans sa roue, donc ça ne s'arrête jamais. C'est attaque, reprise, repos, réattaque, etc. Il suffit juste en fait de le savoir après pour pouvoir se gérer, et au final, quand on bénéficie de la présence d'un bon équipier, c'est quand même pas la même histoire, hein, parce que si vous êtes seulement avec le leader, vous avez quand même à des moments la tentation de réagir et de brûler les cartouches, et c'est dramatique après dans le final. Allez, on va tout doucettement approcher de ce qu'on pourrait appeler le Money Time dans ce Paris-Roubaix. Vous avez vu, j'ai laissé vraiment en intégralité là toute la fin, parce que je m'impose toujours un truc, c'est de pas faire pause. Voilà, je joue avec le clavier hein, pour gérer le tempo, donc faire x2, x4, x8, etc. Revenir à x1 dans les débuts de course, et j'utilise presque jamais la touche P, la touche pause, parce que je me dis que, allez, ça rajoute un petit peu de difficulté de pouvoir jouer un petit peu en temps réel, et ne pas avoir de temps supplémentaire par rapport à l'IA pour réagir, pour attaquer aussi, pour agir. Là, vous voyez que je décide de lancer quand même le gros effort de Mathieu Van Der Poel, après s'être reposé là très légèrement au début du carrefour de l'arbre. On décide aussi encore une fois de provoquer les choses en accélérant, mais après ça tient bien la roue, hein. Vous avez Stuyven là en 4ème position, juste devant Alexander Christophe. On a Dole, je sais pas si on doit prononcer Owen Dole,
le Ineos qui a très très bien progressé, le coureur gallois, je crois. Ben voilà, hein, on a encore une fois eu un départ de Oliver Nassen. On choisit de ne pas répliquer. Il y a Wout van Aert aussi qui est présent. Il y a Zdenek Stibar, il y a Sepp Van Mark, également Niki Terpstra, comme on peut l'imaginer. Et peut-être pas Stibar, excusez-moi, c'est peut-être plutôt Yves Lampart. Je suis désolé. Et donc on se retrouve là. Regardez, Nassen il prend quand même de l'avance. Et puis il y a Peter Sagan sur une de ses accélérations dont il a le secret, qui va comme ça aller chercher Nassen. Et du coup je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Parce qu'il est possible à ce stade-là qu'on s'enterre tout seul à l'arrière et qu'on ne revienne jamais sur Nassen et Sagan. À partir de là, tant pis. Je sais que je risque de ramener du monde, mais je ne peux pas laisser Sagan et Nassen tout seuls. Et du coup, c'est plus réellement Sagan et Nassen qu'on va regarder de près. C'est peut-être plutôt un Alexander Kristoff qui n'a pas énormément fourni d'efforts et qui est le plus vite au sprint de tous ces hommes-là. Attention à Wout van Aert qui est parti avec Jesper Stuyven. Donc là, il faut faire aussi très très attention à ce type de duo qui est capable d'aller au bout et de s'expliquer au sprint à deux. Donc allez, je choisis quand même la patience et la roue d'Alexander Kristoff, puisque c'est quand même lui qui nous avait fait excessivement mal l'année précédente. Donc voilà, par chance ou pas seulement d'ailleurs, c'est bien Kristoff qui ramène sur les deux hommes qui se fatiguent un petit peu, Van Aert et Stuyven. Et là en fait, je ne sais pas trop pourquoi Van der Poel a perdu la roue de Kristoff. Toutefois, assez loin, je lance l'effort de Van der Poel qui va aller lever les bras devant Peter Sagan et Oliver Nassen. Donc c'était bien les trois qui étaient les plus forts. Jolie 4ème place de Dole et Kristoff qui vient quand même encore une fois régler au sprint les autres participants. C'est quand même pas mal, hein. C'est une victoire. Bon, voilà. Je vous le résume calmement, je le commente calmement, mais sur le moment, c'était une certaine joie, vraiment une certaine joie d'arriver à choper ce Paris-Roubaix qui vient du coup compléter notre collection et qui permet de réaliser ce que seuls Eddy Merckx et De Vlaeminck ont réalisé auparavant, avec aussi un truc qui me plaît beaucoup, c'est la fameuse Tom Bonen. Bon, il y a aussi Rick Van Looy, mais la fameuse Tom Bonen arrivait à choper ce dont je vous parlais en début d'épisode, à savoir le GPE3, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc bon, super succès de Van der Poel qui est toujours sur un sans faute en cette année 2021, puisque même la 5ème place sur Tirreno au général était déjà une forme de performance. Donc c'est pas mal, hein. Pour le moment c'est presque l'année parfaite. On peut dire en fait que c'est l'année parfaite pour Van der Poel à ce stade là. Il faut que ça se poursuive, hein. On déroule très calmement jusqu'à l'Amstel Gold Race à présent. L'Amstel, c'est un final encore une fois un petit peu indécis et sur lequel il y a un petit peu plus d'incertitude au final que sur une flèche wallonne ou même sur Liège, à partir du moment où la course se muscle dans la roche au faucon. Donc Amstel, il faut être vigilant. Amstel, on peut se faire surprendre. On avait vu, c'était sur l'année 2019 qu'on avait perdu l'Amstel parce qu'on n'avait pas été suffisamment vigilant par rapport à Greg Van Avermaet qui était allé choper cette Amstel Gold Race. Donc on va essayer de tenter, par contre, on avait gagné en 2020, on va essayer de tenter d'aller encore une fois gagner. À noter avec un Alaphilippe en face de nous qui a enfin atteint son 85 en vallon. On en pense ce qu'on en veut. Je juge pas à la limite que ce soit immérité du tout, hein, que Alaphilippe ait la meilleure note du jeu sur le registre vallon, hein, c'est plus que mérité. Après c'est vrai, il y a des gens qui aiment pas trop le 85, estiment que c'est trop qu'un coureur soit à 85. On avait vu par le passé un Bernal qui est à 85 en montagne dans la partie avec Astana. Et dans cette partie aussi, en me baladant,
par curiosité, je suis allé un peu regarder les notes de certains coureurs. On a David Gaudu qui a 85 en montagne dans cette partie. Alors c'est vrai, on est au bout de 2 années quasiment et demie hein, de jeu, mais voilà, c'est énorme quoi. 85 de montagne. On pourrait voir du David Gaudu assez prochainement briller sur un grand tour avec ces notes là quoi. En tout cas, à côté, c'est quand même pas non plus dégueulasse. Allez, on revient à cette Amstel Gold Race. On est dans le final avec un Lutsenko qui est, semble-t-il, vraiment en jambes. Attention, ça part. Je crois qu'on a laissé partir un petit coup là. Honnêtement, c'est pas super bien joué. Après, ça peut se discuter avec Kwiatkowski, Alaphilippe, Valgren notamment. Ça peut se discuter en fait. Parce que, est-ce qu'il est opportun de partir à ce moment-là? Ou est-ce qu'au final on a encore une chance en restant derrière, surtout qu'on a encore des équipiers qui peuvent rouler et puis on n'est pas sur un terrain où un homme seul peut réellement faire la différence. Après, ça part à 4, c'est pas la même. Il y a Dylan Teuns aussi qui semble avec de très bonnes jambes. Très bon Dylan Teuns. Ça me donnerait envie à l'occasion dans une partie de le prendre pour un petit peu varier les plaisirs. Parce qu'au final, je suis quand même souvent avec les mêmes coureurs, hein, fatalement, hein, si on va chercher épisode pour qu'une carrière dure longtemps, fatalement vous jouez avec les mêmes. Il y a un poil moins de variété. Allez, il y a Tony Galopin là, qui fait un énorme effort, on arrive dans le Koberg pour remonter Van Der Poel. Voilà, vous avez vu, dans le Koberg, il y a moyen de recoller, de recoller. Attention, Alaphilippe, Teuns, Valgren, Kwiatkowski, Lutsenko sont partis. Et derrière, c'est pas génial. Hein. Sur la relance, hein, comme souvent la relance derrière, sur le Koberg ou n'importe quelle difficulté dans le Cycling Manager assez violente, mais quand même pas trop longue non plus. Bref, pour Puncher, vous avez des relances comme ça qui sont assez prodigieuses. Sur la 3ème en tête là, je pense qu'on a peut-être laissé passer notre chance sur ce coup-là. Alors évidemment, derrière en plus ça craque. Il y a Roglic, heureusement, à qui reste des forces. Roglic, presque un tout petit peu spécial de le voir sur l'Amstel, mais pourquoi pas. Roglic a montré de jolies capacités de puncher dans la réalité il y a peu, pour aller par exemple chercher, c'était le mardi là, je me souviens plus quelle course, c'était juste après le Bruno Beghelli et il avait gagné sur le Giro d'Emilia. Je crois, ouais, c'est 3 vallées Varésine, c'est ça. Je crois qu'au fond, Roglic, ouais, pourquoi pas, vous avez vu, il tient pas mal, hein. Il tient pas mal, et avec Bob Jungels aussi, un gros Bob Jungels qui est chez Movistar, et là, c'est presque notre dernière chance, vous avez vu, j'ai fait beaucoup rouler Van Der Poel, hein. Dernière chance de recoller, c'est ce regroupement en tête, au final, où tout le monde a l'air d'être lessivé, mais si je dois en choisir un, c'est quand même Alaphilippe, parce qu'il avait Teuns comme allié, il avait Kwiatkowski aussi, mais Kwiatkowski avait l'air relativement atteint, et les autres pour moi ne sont pas aussi dangereux, hein. On sait quand même que sur le final de ces courses-là, peu de coureurs peuvent égaler Kwiatkowski ou Alaphilippe, hein. C'est quand même une réalité de Pro Cycling Manager, en tout cas pour ces années-là, 2018 ou 2019, même si pour ce qui est de la World DB, on pourrait éventuellement en reparler parce que les forces sont pas exactement les mêmes. Toujours est-il que je vais quand même pas non plus attendre que les autres se mettent à sprinter pour sprinter, hein. Il y a un moment donné où on est pile au bon endroit pour accélérer, et avec les capacités physiques de Van Der Poel, il n'est pas repris. Il y a quelque part soit une erreur, évidemment c'est pas un joueur humain, donc difficile de parler d'erreur, en tout cas programmation qui fait que Alaphilippe n'est peut-être pas suffisamment vigilant sur le départ de Van Der Poel. Par exemple, si on pouvait changer quelque chose à ce niveau-là, ce serait attribuer à Alaphilippe un tempérament peut-être un petit peu moins offensif. Là c'est la toute fin du Tour de Turquie, hein, que je simule.
On pourrait attribuer donc à la Philippe peut-être moindre note en baroudeur, ce qui ferait qu'il attaquerait un petit peu moins souvent. Et il serait peut-être un petit peu plus dans le calcul. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'avance pour ce qui est d'expliquer la relative plus grande facilité avec laquelle on bat à la Philippe sur PCM 2019 par rapport à PCM 2018, où il était juste imprenable sur tout un tas de courses. Et au final, ce qu'on retrouverait, là, vous savez, c'est ma 3e année là quand même avec cette partie. J'ai aussi joué une année complète avec Astana. J'avais d'ailleurs trouvé à la Philippe meilleur dans la partie avec Astana, pourtant avec exactement les mêmes notes de départ que dans cette partie-là, c'est-à-dire un mutant absolu puncher. Hein. J'avais les mêmes notes, et au final, à la Philippe a peut-être été meilleur sur la partie Astana que sur ces 2 années et demie avec Corandon, Circus puis Alpecin. Donc là on voit encore une velléité là de départ d'Alaphilippe. Et puis c'est vrai que quand il en plante une, Alaphilippe est quand même très dur à suivre. Il faut surtout pas se griller en essayant de le suivre dans un premier temps. Et moi j'en suis plutôt arrivé même à une stratégie qui est la suivante. Si Alaphilippe part seul ou mal accompagné, ben j'ai presque pas envie de le poursuivre trop violemment en fait. Parce que si je crame des équipiers, ou voire pire, je crame mon leader à essayer de partir à la poursuite de Julien Alaphilippe, bah ça peut largement se retourner contre moi, et je peux me faire ensuite contrer par Kwiatkowski, ou peut-être même là Dylan Teuns ou Valgren. Il est en forme, hein, Valgren. Hein. J'avais été amusé à jouer un petit peu le Brabantse Pile, et Michael Valgren avait été pas mauvais, en tout cas voilà, j'avais trouvé assez impressionnant. Donc plutôt bonne note en plus pour Valgren. Hein. Honnêtement, si on me donne ces notes là, moi je prends tout de suite. Je peux même garantir des petits résultats avec, tellement c'est mignon. Hein. Et là il y a peut-être c'est le moment décisif, hein. Totalement, hein. Puisqu'en fait, sur la reprise des quelques échappées, contre-attaque assez violente de Romain Bardet, dans la roue duquel je me suis glissé, vous en doutez bien, parce que le contre était idéal à placer à cet endroit-là, vis-à-vis notamment d'Alaphilippe, et puis en plus en voyant que Kwiatkowski n'a pas suivi en plus, donc c'est quand même assez intéressant. Bon, nos équipiers c'est terminé hein, pour eux. On se focalise déjà sur Liège-Bastogne-Liège, hein, pour Galopin, Oman notamment. Et donc évidemment qu'on va relayer, mais oui, bien sûr. Surtout que attaque de Roglic, et oui, on va quand même pas se mentir, on a tout intérêt à arriver avec ces deux-là, avec Bardet et Roglic. Donc le coup il est parfait pour Van der Poel. Il y a Kwiatkowski, Fuglsang, Valgren, Teuns, même Gianni Moscon. Il y a tout un tas de Julien Alaphilippe qui sont dans un groupe de poursuivants, et là on se retrouve maintenant avec un Bardet qui a lâché, mais avec Roglic, Van der Poel. Ma foi, qu'est-ce que je peux demander de mieux sur Pro Cycling Manager, sur la flèche. Voilà, attention, quand même ça revient. Donc c'est bien de faire des efforts, mais il faudrait quand même pas le payer à l'arrivée. Hein, c'est encore indécis à ce stade-là. Qu'est-ce qui va bien devenir? Regardez, il va y avoir un rapproché. C'est loin d'être fait, puisque sous l'impulsion de Valgren, il y a Fuglsang aussi qui est là. Bob Jungels, très incisif. Gianni Moscon, qui va peut-être nous damer le pion. Gianni Moscon a bien progressé dans cette partie, il était assez pitoyable au départ. Et au fond, l'entraînement par l'IA l'a rendu vraiment bon, avec son 75 en montagne, 81 en vallon. Bref, pour moi, des notes qui sont beaucoup plus fidèles à ce que mérite Gianni Moscon, plutôt que ce qu'il a sur Au hasard World DB, où on se fiche clairement de sa tête. Donc victoire de Van der Poel, très bien, le coup était donc parfait avec Roglic et Bardet. On pourra encore une fois signaler que Kwiatkowski a raté le bon coup, et que Alaphilippe au final n'aurait peut-être pas dû attaquer de cette façon-là. Pour les classiques classe A, on retrouvera la Classica San Sébastien, mais là
quelques temps, hein, on est loin d'y être, et on se focalise sur ce qui est le dernier objectif de cet épisode, c'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège. On avait gagné l'année passée, et on se demande un petit peu comment est-ce que ça peut se passer cette année, hein, puisque avec ce nouveau parcours 2019, Roche au Faucon en juge de paix, ou pas d'ailleurs, c'est ça qui rend le truc quand même super intéressant, indécis. Je garde toujours en mémoire le Liège-Bastogne-Liège avec Astana, où je m'étais fait surprendre par une échappée royale Kwiatkowski-Alaphilippe Wellens, avec notamment le dernier nommé qui avait beaucoup travaillé pour les deux autres. Et puis là, très clairement, il y a deux mecs qu'on va regarder de très près, c'est Alaphilippe et Kwiatkowski encore une fois. Et il est évident que la seule chose qui peut nous tuer d'office, c'est si ces deux-là partaient, se construisaient 40 secondes, parce que derrière ça a du mal à rouler, et qu'ensuite Van Der Poel soit obligé de faire tous les efforts, parce que à ce moment-là, c'est quasiment le scénario perdant, hein, pour nous. Donc éviter ce scénario-là, c'est quand même un peu la première chose que j'ai en tête. Et puis ensuite, outre éviter ça, s'il y en a un des deux qui part, je considère que c'est moins grave. Par contre, flairer le bon coup pour contrer, hein, bien évidemment. Donc voilà la petite stratégie que j'ai en tête. On peut en parler d'ailleurs de cet aspect stratégique, j'y reviendrai en toute fin d'épisode. Évidemment, les avis sont partagés. Est-ce que l'IA, alors qu'on voit Galopin qui lâche, est-ce que l'IA au final joue mal? Est-ce qu'elle est entre guillemets mal programmée? Ou est-ce que on a là un coureur, la personne de Van Der Poel, mais même qui que vous preniez, hein, j'avais aussi eu quelques succès plutôt intéressants avec Astana sur une seule année, hein. Je pense que ça continuera bien sûr. Donc au final, quelle que soit l'équipe que vous preniez, si vous disposez de quelques très bons coureurs, il y a moyen de vraiment faire des étincelles, et on peut juger parfois l'IA un peu défaillante. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'IA, ça n'est qu'une machine qui est programmée au final pour réagir de telle ou telle manière, ou prendre telle ou telle initiative. Je trouve ça un petit peu bébête de taper non plus trop sur l'IA, parce que nous les joueurs de PCM, on est nombreux dans ce cas-là à avoir déjà beaucoup joué, ne serait-ce qu'au 19, sinon aussi beaucoup au 18, etc., aux versions précédentes. Et à l'arrivée, c'est normal qu'on ait pris l'habitude de jouer face à l'IA. C'est juste normal. Donc il y a d'une part pas à s'enorgueillir de battre l'IA de façon un petit peu fréquente. Déjà voilà, il faut rester calme par rapport à ça, à mon avis, parce que ça n'est qu'une IA, et quelle que soit la manière dont elle est programmée, ça ne restera toujours qu'une IA, c'est-à-dire que même si le joueur humain il a toujours besoin d'un temps d'adaptation et de comprendre ce que l'IA fait, ou de comprendre ce qu'il doit faire ou ne pas faire, bah au final, l'IA, on finira toujours par s'habituer, quel que soit son niveau de développement à cette IA. Et donc, voilà la raison pour laquelle, finalement, moi, j'ai arrêté de me poser trop de questions par rapport à ça. On fait avec ce qu'on nous donne. Point. Et si un coureur donné a peut-être une faculté à courir peut-être un petit peu à contre-temps, donc géré par l'IA, eh bien écoutez, acceptons-le. Regardez, par exemple là, on a aussi quelque chose d'assez spectaculaire. Attaque d'Alaphilippe. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est opportun de faire ça? On le verra bien à l'arrivée. On la voit souvent, celle-là. Nous, ce qui est certain, c'est que dans notre stratégie de course, où on a déjà... on peut plus compter sur Remco, hein, Galopin, ça a lâché il y a longtemps. C'est délicat, hein. Sam Oomen n'est pas non plus l'archétype du coureur de Liège-Bastogne-Liège, même si c'est pas non plus un mauvais terrain pour lui, hein, il est loin d'être incapable. Mais à l'approche de la Roche au Faucon, on n'a plus que Oomen. L'année passée, j'avais Galopin encore en très bonne forme.
à cet endroit-là. Maintenant, les préparations ont fait que ça se passe différemment cette année. Et de ce fait, bah oui, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Oman va essayer de nous emmener le mieux possible. On voit que c'est très très difficile. Simon Yates, Valgren, Youngles, Alaphilippe. Attention à Kwiatkowski qui montre le bout de son nez. Et Alaphilippe qui en remet une. On se demande comment il a fait pour avoir encore des forces à ce stade-là. Alors là, par contre, on laisse pas. Hein. On laisse pas du tout. Parce que si Alaphilippe part tout seul, ici, on est dans la deuxième partie en fait de la Roche au Faucon. Alaphilippe qui part tout seul là, sa victoire garantie si on lui laisse 30 secondes. Hein. Donc il faut pas du tout déconner. Et Moscon, mon ami Moscon, qui évidemment roule pour son coéquipier Kwiatkowski, on peut se douter hein, des rapports de force chez Ineos sur ce Liège-Bastogne-Liège. Mais c'est l'aubaine du moment d'avoir un équipier de très très grande valeur qui va rouler sur Alaphilippe, alors qu'au final, sinon, ça aurait pu être l'enterrement ou le sacrifice pour Van Der Poel. Et est-ce que je me serais sacrifié? Pas nécessairement. Il aurait fallu essayer de tenter quelque chose. Bref, c'est pas le cas. On a donc bénéficié d'un gros boulot de Moscon. Voilà. Et on a repris Alaphilippe. Et dès lors, la grosse réflexion est la suivante. Alaphilippe, on peut considérer qu'il a perdu beaucoup d'énergie. Tous les autres qui reviennent à l'instant là, emmenés par Lutsenko avec Wellens, etc. Pour moi, c'est pas eux qu'il faut suivre au niveau du sprint. Il y a un homme à suivre, un seul homme. C'est Kwiatkowski. Voilà. Et Kwiatkowski d'ailleurs ne nous dément pas puisqu'il tente même une attaque. Enfin, il fait mieux que la tenter d'ailleurs. L'attaque réussit. Donc on va plus après qu'à surveiller le kilométrage. On est bientôt à l'approche de la flamme rouge. Il faut vraiment déclencher. Si on veut pas se faire damer le pion au sprint. Et donc, on a été emmené dans un fauteuil par Michał Kwiatkowski pour aller chercher un deuxième Liège-Bastogne-Liège. Au passage, un deuxième triplé ardennais, la petite Gilbert. On a parlé de Tom Bonnen plus tôt dans l'épisode, Philippe Gilbert. Citons quand même David Rebellin. C'était 2003 ou 2004, les deux. Bref, on l'a fait. J'avoue que c'est plus dur d'attraper le quadruplé des Flandriennes que d'attraper le triplé des Ardennaises, clairement. C'est pas les mêmes courses, c'est plus délicat à attraper, mais on en a parlé, donc oui, peut-être le coup pourra le mal jouer par l'IA pour le compte d'Alaphilippe, mais c'est comme ça. Si quelqu'un était parti avec lui, autant on les revoyait pas. Donc c'est pas non plus totalement débile, c'est juste que peut-être programmer un chouïa différemment. On voit aussi que avec Van Der Poel, les victoires, c'est aussi vachement basé sur la patience. Hein, il faut surtout pas vouloir la jouer trop au panache, parce que ça, on sait qu'on se fait totalement démonter et on se fait contrer derrière. Donc, j'ai payé pour voir la première année notamment. Les petits grimpeurs, on a vu le bilan sympathique de Van Der Poel à 16 victoires à ce stade-là. Nos grimpeurs, je pense à Omen qui n'ira pas sur le Giro, mais surtout à Sinchek qu'on pourra commencer à juger sur ce Giro où avec son 77 en montagne, j'ai 2-3 attentes. Donc la petite idée de débat polémique, je vous l'ai déjà un petit peu exposé là durant le commentaire de Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment autour de la question est-ce que l'IA est à la hauteur ou pas? Doit-on continuer à râler, comme je vois certains commentaires, ça me fait toujours marrer, ou critiquer, etc. Je mets du bémol maintenant là-dessus, là, parce que au final l'IA restera toujours une IA, intelligence artificielle, donc il n'y a pas vraiment lieu de non plus s'insurger, parce qu'on s'adaptera. Quelle que soit l'IA, on s'adaptera. Le joueur humain s'adaptera. Et finira toujours par quelque part ridiculiser un petit peu l'IA. Donc voilà, vous avez mon avis. Après, chacun le sien. C'est intéressant parce que dans notre équipe de développement, hein, pour conclure, on a deux profils qui sont vachement intéressants. Hein, on peut pas dire qu'on est une équipe super forte. Hein. Donc à partir de là, hormis Van Der Poel, on est assez modeste. Donc c'est toujours bien quand on voit deux jeunes comme ça qui peuvent émerger.
Donc en l'occurrence, un rouleur et un costaud. Très bien. Et bah voilà, bah par la suite, on sera évidemment amené à aller à l'épisode 20 sur 2-3 ajustements si nécessaire. On verra si on va en Romandie ou pas. Je verrai tout ça. Je l'ai pas joué. Hein. Moi, mes épisodes, c'est à flux tendu. Hein. J'ai trop de boulot par ailleurs. J'ai trop de choses à faire pour reprendre 3 épisodes d'avance. Hein. Donc il y a aucun spoil possible puisque j'ai pas joué plus loin que Liège-Bastogne-Liège. On aura ensuite le Giro sur son profil 2016 que j'avais installé. J'avais montré ça une fois en fin d'épisode. Dans un épisode précédent. Et puis il y aura aussi un truc super important si on veut un Tour de France réussi, c'est bien évidemment la question de la préparation de Sam Oomen, de Van Der Poel, mais aussi de tous ceux qui aideront, et leur rôle sera, on le sait, ô combien déterminant. Et puis on aura aussi le plaisir de se pencher sur comment compléter cette équipe. Alors évidemment la trame on l'a déjà, hein, on a aussi plein de jeunes à faire progresser, mais il y a quand même aussi pas mal de choses auxquelles on peut réfléchir. Confiance à Oomen ou pas. On peut aussi se demander si on devrait pas aller chercher peut-être un grimpeur. Moi à l'heure actuelle je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais bon, on peut tout imaginer. Moi, je serais plus dans le développement, justement, pour voir émerger certains coureurs. Je pense à Sinchek, dans une mesure aussi Oomen. Mais il n'y a pas que, il y a Verreken, il y a Arensman aussi, donc on peut se demander comment il peut évoluer. Il y a le petit américain là, dont j'ai pas le nom là précisément en tête. Voilà. On a donc Jorgensen. On a donc pas mal de choses à voir. Je vous dis à plus. Et bonne pause cycliste à tous. On est obligé d'aller sur PCM parce qu'il n'y a quasiment plus rien à se mettre sous la dent au niveau des courses. Allez, bye bye.